Bonjour, esprit curieux, et bienvenue dans ce voyage intellectuel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous accordons tant de valeur à la liberté? Ou pourquoi, lorsque nous débattons de ce qui est vrai, nous faisons appel à l'expérience et aux preuves? Ces idées, qui semblent aujourd'hui relever du bon sens, ne l'ont pas toujours été. Elles ont dû être pensées, défendues et parfois âprement disputées. Aujourd'hui, nous allons parler de l'architecte de plusieurs de ces idées fondatrices. Un homme dont l'œuvre est inscrite dans l'ADN des démocraties modernes et à la base de la science psychologique. Nous parlons de John Locke, le père de l'empirisme moderne et le père du libéralisme classique. Son impact est si profond qu'il en est presque invisible, comme l'air que nous respirons. La grande question que nous allons explorer est la suivante. Comment un seul homme a-t-il pu redéfinir deux piliers fondamentaux de notre civilisation? Qu'est-ce que la connaissance et qu'est-ce qu'un gouvernement juste? Préparez-vous, car comprendre Locke, ce n'est pas seulement comprendre l'histoire, c'est comprendre pourquoi nous pensons comme nous pensons aujourd'hui. C'est un voyage aux origines de notre propre esprit moderne. Avant de commencer, une brève parenthèse. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Pensez-y comme à une toile, une manière d'illustrer les idées et l'atmosphère de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais un accompagnement visuel pour que votre imagination s'envole avec moi. J'espère sincèrement que cela vous plaira. Pour comprendre le philosophe, regardons d'abord l'homme. John Locke est né en 1632 en Angleterre. Ce n'était pas une période de paix. Il est né dans un siècle marqué par la turbulence, la guerre civile anglaise, l'exécution d'un roi et un débat féroce sur qui devait détenir le pouvoir. Le roi par droit divin ou le Parlement représentant le peuple. Locke n'était pas qu'un philosophe de salon. Il a étudié la médecine à Oxford, devenant un médecin respecté. Cette formation scientifique est cruciale. Elle l'a entraîné à observer, à fonder ses conclusions sur des preuves empiriques et non sur la spéculation ou l'autorité. Cette mentalité de diagnostic, il l'appliquera plus tard aux problèmes de l'esprit humain et du corps politique. Sa vie a changé lorsqu'il a rencontré Lord Ashley, qui deviendrait le comte de Shaftesbury. Locke est devenu son médecin personnel et, plus important encore, son conseiller politique. Shaftesbury était un politicien libéral, un Whig, et grâce à lui, Locke s'est immergé dans le monde dangereux de la politique, s'opposant au pouvoir absolu du roi Charles II et de son successeur Jacques II. Cette connexion politique fut si dangereuse que Locke dut s'exiler aux Pays-Bas en 1683, craignant pour sa vie, accusé d'être impliqué dans des complots contre le roi. C'est durant cet exil qu'il écrivit ses œuvres les plus influentes. Il n'était pas un universitaire isolé, il écrivait avec un objectif urgent. Ses idées étaient des armes dans une lutte réelle pour la liberté. Il est revenu en Angleterre en 1688, après la Glorieuse Révolution, un événement qui changea tout. Ce fut une révolution quasi incruante qui établit la suprématie du Parlement sur la monarchie. Cette révolution nécessitait une justification philosophique. Locke la lui fournirait. Ses œuvres furent publiées juste après, donnant voix et légitimité à ce nouvel ordre. Nous avons donc Locke, un médecin, un exilé politique, un révolutionnaire, un homme qui avait vu le chaos de l'absolutisme et du fanatisme religieux. Son projet de vie s'est articulé autour de deux grandes questions qui donneraient naissance à ces deux œuvres majeures. La première question était « Comment connaissons-nous le monde? Quelle est la limite de l'entendement humain ?» La deuxième question était « Quelle est l'origine et le but d'un gouvernement? Pourquoi obéissons-nous aux lois? Et quand avons-nous le droit de ne pas le faire ?» Ce n'étaient pas des questions abstraites. C'était, littéralement, des questions de vie ou de mort dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Et ces réponses allaient changer le monde. Abordons la première question, le problème de la connaissance. Sa réponse se trouve dans son œuvre monumentale, l'essai sur l'entendement humain. Locke s'oppose à une idée dominante dans la philosophie de son temps, le rationalisme, et plus particulièrement celui de René Descartes. Les rationalistes comme Descartes croyaient que nous naissons avec certaines idées innées, des idées comme celle de Dieu, la perfection ou les principes logiques. Elles seraient, pour ainsi dire, préinstallées dans notre esprit par Dieu. Locke a regardé cela avec son œil de médecin et a dit « Je n'en vois aucune preuve ». L'attaque de Locke contre les idées innées est dévastatrice. Il soutient que si ces idées étaient universelles, tout le monde les aurait. Mais, observe-t-il, ni les enfants, ni les personnes atteintes de handicaps mentaux sévères, ni des cultures entières qui n'ont jamais entendu parler du Dieu monothéiste, ne semblent les posséder. Par conséquent, elles ne peuvent être innées. Si l'esprit ne vient pas avec des idées préinstallées, comment se remplit-il? Ici, Locke présente sa métaphore la plus célèbre. L'esprit humain, à la naissance, est une tabula rasa. C'est du latin pour une table rase ou une ardoise vierge. C'est une feuille blanche attendant d'être écrite. Et qu'est-ce qui est écrit sur cette ardoise? La réponse de Locke tient en un mot, l'expérience.
Toute notre connaissance, chaque idée complexe, chaque pensée abstraite découle en dernière analyse de l'expérience. C'est la thèse centrale de l'empirisme. La connaissance vient du monde extérieur, non de l'intérieur de notre propre esprit. Locke divise cette expérience en deux sources. La première est la sensation. Nos sens, vue, ouïe, toucher, odorat et goût, reçoivent des informations du monde extérieur. Ce sont les fenêtres de l'esprit. Cette information crée en nous des idées simples comme jaune, chaud, dur, doux. La deuxième source est la réflexion. C'est l'expérience interne. L'esprit observe ses propres opérations. Il pense à ses propres idées. De là surgissent d'autres idées simples comme percevoir, douter, croire, raisonner, vouloir. C'est l'esprit qui prend conscience de lui-même et de ses processus. Ces idées simples, tant de sensations que de réflexions, sont les briques fondamentales de toute notre connaissance. Elles sont indivisibles. L'esprit, dit Locke, est passif lorsqu'il les reçoit. Vous ne pouvez pas ne pas en voir la couleur rouge si vous regardez une pomme mûre. Vous ne pouvez pas ne pas ressentir de douleur si vous vous cognez. Alors, d'où viennent les pensées complexes comme pomme, justice, univers ou Dieu? Locke dit que l'esprit, une fois qu'il a les briques, les idées simples, devient actif. Il commence à construire. Il combine des idées simples pour former des idées complexes. Par exemple, l'idée complexe d'une pomme se forme en combinant les idées simples de rouge, rond, doux et croquant. L'idée de justice est encore plus complexe, combinant des idées de réflexion comme l'égalité, le droit et la récompense. Tout, aussi abstrait soit-il, doit pouvoir être retracé jusqu'à l'expérience sensible. Cela a une implication radicale. Si une idée ne peut pas être décomposée en ses expériences simples originelles, alors c'est une idée vide de sens. C'est un mot creux. Ce fut une attaque directe contre une grande partie de la métaphysique scolastique qui parlait de substance et d'essence sans référence au monde réel. Locke faisait le ménage philosophique. Mais Locke était un penseur subtil. Il a fait une distinction cruciale. Les objets sont-ils vraiment tels que nous les percevons? Il a distingué entre les qualités premières et les qualités secondes. Les qualités premières existent dans les objets eux-mêmes, que nous les percevions ou non. Ce sont des choses comme la solidité, la forme, la taille et le mouvement. Un cube de glace est cubique et solide, que quelqu'un le touche ou non. Ce sont des qualités premières. Mais qu'en est-il du froid ou du blanc de la glace? Celles-ci, dit Locke, sont des qualités secondes. Elles ne sont pas dans l'objet. Elles sont le pouvoir de l'objet de produire ces sensations dans notre esprit par le biais de ses qualités premières, la microstructure de ses particules. Pensez-y de cette façon. La couleur n'existe pas sans un œil pour la voir. Le son n'existe pas sans une oreille pour l'entendre. Ce qui existe, c'est la vibration, qualité première. Le son est notre expérience subjective de cette vibration. Cela sépare le monde objectif de la science, ce qui est mesurable, de notre monde subjectif de l'expérience, ce qui est vécu. Cependant, Locke n'était pas un sceptique radical. Il croyait qu'il existait un monde matériel externe. Il croyait que nos idées simples de qualité première ressemblaient à la façon dont les choses étaient réellement. Mais il a aussi introduit un doute. Qu'est-ce que la substance sous-jacente qui soutient toutes ces qualités? Locke a admis honnêtement, je ne sais pas. Pour Locke, la substance est comme la carapace d'une tortue qui soutient le monde. Et qu'est-ce qui soutient la tortue? Nous ne pouvons pas le savoir. C'est un je ne sais quoi. La connaissance humaine a des limites. Et ces limites sont définies par notre expérience. Nous ne pouvons pas connaître l'essence ultime des choses, seulement leurs propriétés observables. Dans l'essai, Locke aborde également une question fascinante. Qu'est-ce qui fait que tu es toi? Qu'est-ce que l'identité personnelle? Est-ce ton corps? Non, dit Locke, les corps changent. Est-ce ton âme? Peut-être, mais nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Pour Locke, l'identité personnelle réside dans la conscience. Tu es la même personne qu'il y a 10 ans, non parce que tu as le même corps, mais parce que tu as conscience spontanée de tes actions passées. C'est la mémoire, la capacité de la conscience de s'étendre en arrière dans le temps qui unifie ton moi. Si tu perdais tous tes souvenirs, tu serais en effet une personne différente, même si tu étais dans le même corps. L'impact de cet essai sur l'entendement humain fut immense. Il devint le texte fondamental des Lumières britanniques. Il inspira des philosophes ultérieurs comme Berkeley et David Hume. Et il posa les bases de la psychologie moderne, l'idée que l'esprit peut être étudié, que son contenu provient de l'expérience et que l'environnement nous façonne. Mais Locke n'a pas seulement redéfini notre vision de l'esprit, il a fait de même avec notre vision de la société. Passons maintenant à sa deuxième grande œuvre, le deuxième traité du gouvernement civil. Si l'essai demandait « Comment pensons-nous ?», le traité demandait « Comment devons-nous vivre ensemble ?» Rappelons le contexte. La Glorieuse Révolution venait de déposer un roi. Locke avait besoin de justifier pourquoi cela n'était pas un crime, mais un acte légitime.
Pour ce faire, il attaque la théorie dominante du pouvoir, le droit divin des rois. L'idée que Dieu nomme les monarques et que leur autorité est absolue, comme celle d'un père sur sa famille. Locke soutient que l'autorité politique n'est pas comme celle d'un père. Nous sommes des êtres rationnels, pas des enfants éternels. Pour trouver la véritable origine du gouvernement, Locke nous demande de réaliser une expérience de pensée. Imaginons l'humanité dans un état de nature, c'est-à-dire une condition où il n'existe aucun gouvernement, ni lois humaines. Ici, la comparaison avec son contemporain Thomas Hobbes est vitale. Pour Hobbes, l'état de nature était un enfer. Une guerre de tous contre tous où la vie était solitaire, indigente, dégoûtante, animale et brève. La peur de la mort violente était la seule motivation. C'était un chaos absolu. Locke est fondamentalement en désaccord. Son état de nature n'est pas un état de guerre. C'est un état de parfaite liberté et de parfaite égalité. Les humains ne sont pas seulement des bêtes, ils sont dotés de raison. Et la raison, dit Locke, est la loi de la nature. Et qu'enseigne cette loi de la nature? Quelque chose de simple mais profond. Étant tous égaux et indépendants, nul ne doit nuire à autrui dans sa vie, sa santé, sa liberté ou ses possessions. Pensez-y. Parce que nous sommes tous l'œuvre d'un créateur, Locke était croyant, personne n'a le droit de détruire l'autre, tout comme un tableau n'a pas le droit de détruire un autre tableau du même peintre. Dans l'état de nature, tous ont le droit de se défendre et le droit de punir ceux qui violent la loi naturelle. Si quelqu'un vous vole ou tente de vous tuer, vous avez le droit de l'arrêter et de rendre justice. Vous êtes votre propre juge, juré et bourreau. Alors, si l'état de nature est si bon, pourquoi l'abandonner? Pourquoi créer un gouvernement? Locke, étant pragmatique, signale 3 inconvénients. Premièrement, il manque une loi établie et connue de tous. La loi naturelle est claire, mais les gens, par intérêt personnel ou ignorance, peuvent la mal interpréter. Deuxièmement, il manque un juge impartial. Lorsque vous êtes votre propre juge dans votre propre cause, il est fort probable que vous ne soyez pas juste. Vous aurez tendance à vous favoriser, vous et vos amis, et à punir avec trop de sévérité vos ennemis. La passion obnubile le jugement. Troisièmement, il manque un pouvoir d'exécuter la sentence. Vous pouvez juger correctement que quelqu'un vous a fait du tort, mais si l'offenseur est plus fort que vous, vous ne pouvez rien faire pour récupérer votre propriété ou protéger votre vie. La justice a besoin de force pour être efficace. Pour remédier à ces 3 inconvénients, et seulement pour cela, les êtres humains décident de faire un pacte, un contrat social. Ils décident, librement et volontairement, de s'unir en une communauté politique et de créer un gouvernement. Et voici le point clé du libéralisme de Locke, que cédons-nous au gouvernement. Nous ne cédons pas tous nos droits, comme le soutenait Hobbes. Nous ne créons pas un Léviathan tout-puissant. Nous cédons seulement un droit, le droit de juger et de punir les autres pour avoir violé la loi naturelle. Nous cédons notre pouvoir exécutif individuel à la communauté, afin qu'elle, par le biais de lois et de juges, l'exerce en notre nom. Et pourquoi faisons-nous cet échange? Pour mieux protéger tous nos autres droits. Les droits que nous avions déjà dans l'état de nature. Ce sont les droits naturels inaliénables. Locke les définit comme vie, liberté et propriété. Ils sont inaliénables, ce qui signifie que vous ne pouvez pas y renoncer, les vendre ou les céder. Ils vous appartiennent du fait d'être humain. Ils sont antérieurs au gouvernement, et le gouvernement ne vous les donne pas, il les protège seulement. Si vous avez entendu la déclaration d'indépendance des États-Unis, cela vous dira quelque chose. Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur créateur de certains droits inaliénables, que parmi ceux-ci se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Jefferson a simplement remplacé propriété par recherche du bonheur. Il citait Locke. Ceci nous amène au but du gouvernement. Pour Locke, le but est exclusif et limité. Le seul, je le répète, le seul objectif légitime du gouvernement est la préservation de la propriété, où propriété inclut la vie et la liberté. C'est tout. Le gouvernement n'est pas là pour sauver votre âme, ni pour vous rendre vertueux, ni pour contrôler l'économie. Il est là pour être un garant de vos droits. Un gouvernement qui dépasse cette fonction, qui vous retire votre propriété sans votre consentement, impôt sans représentation, ou qui menace votre vie ou votre liberté sans le respect de la procédure légale, devient un gouvernement illégitime. Le pouvoir du gouvernement repose à tout moment sur le consentement des gouvernés. Pour éviter que le gouvernement ne devienne tyrannique, Locke a proposé une idée révolutionnaire pour son époque, la séparation des pouvoirs. Il a soutenu que le pouvoir de faire les lois, législatif, doit être séparé du pouvoir d'exécuter les lois, exécutif. Si la même personne ou le même groupe fait et applique la loi, il n'y aura personne pour les contrôler. Le pouvoir législatif pour Locke était le pouvoir suprême. Il devait être élu par le peuple, ou du moins par les propriétaires. Mais même ce pouvoir législatif n'était pas absolu. Il ne pouvait pas violer la loi naturelle.
Il ne pouvait pas priver un homme de sa propriété sans son consentement. Le peuple était toujours le véritable souverain. Et cela nous mène à la conclusion la plus explosive de Locke. Que se passe-t-il si le gouvernement rompt le contrat? Que se passe-t-il si le législatif tente d'asservir le peuple ou si l'exécutif ignore les lois? Locke répond sans détour. Le gouvernement se dissout. Le pouvoir revient au peuple. Locke défend le droit à la rébellion. Si le gouvernement devient un tyran, il a déclaré la guerre à son propre peuple. À ce stade, le peuple a le droit et même le devoir de résister et de former un nouveau gouvernement. La rébellion contre la tyrannie n'est pas un crime, c'est la défense de la loi naturelle. C'est une bombe philosophique. Locke donne une justification théologique et rationnelle à la révolution. Il dit au roi, « Votre pouvoir vient du peuple, et si vous en abusez, le peuple vous le retirera. » Il n'est pas surprenant que Thomas Jefferson et les révolutionnaires américains l'aient adoré. Le deuxième traité est le manuel d'instruction de la révolution libérale. Maintenant, il est important d'approfondir un concept clé, la propriété. Pour Locke, ce droit est fondamental. Mais comment la propriété privée naît-elle si, à l'origine, Dieu a donné la terre à toute l'humanité en commun? Locke offre une réponse ingénieuse basée sur le travail. Chaque homme, dit-il, est propriétaire de sa propre personne. Par conséquent, le travail de son corps et l'œuvre de ses mains lui appartiennent proprement. Votre corps et votre effort vous appartiennent. Lorsque vous prenez quelque chose de l'état commun, comme une pomme d'un arbre sauvage, et que vous y mélangez votre travail, l'acte de l'accueillir, la pomme devient votre propriété. Vous avez ajouté quelque chose de vous-même à la nature, et cela l'exclut du droit commun des autres hommes. Le travail crée la propriété, mais ce droit n'était pas illimité. Locke a établi deux conditions, ou clauses. Premièrement, vous ne pouvez vous approprier que ce que vous pouvez utiliser avant que cela ne se gâte. Accumuler des pommes jusqu'à ce qu'elles pourrissent est un gaspillage et une offense contre la loi naturelle. Deuxièmement, et plus célèbre, vous devez laisser suffisamment et d'égale qualité pour les autres. Vous ne pouvez pas prendre toute l'eau de la rivière ou toute la terre si cela signifie que d'autres n'auront rien. Vous devez respecter le droit des autres de faire de même. Cependant, Locke soutient que l'invention de l'argent, or et argent, change la donne. L'argent ne se gâte pas. Soudainement, les gens peuvent accumuler des richesses au-delà de leurs besoins immédiats sans violer la première clause. Cela, pour le meilleur ou pour le pire, justifie l'inégalité des richesses. De plus, il soutient que la propriété privée incite à la productivité. Un acre de terre clôturé et cultivé, propriété privée, produit 10 fois plus qu'un acre de terre communale. En créant la propriété, soutient Locke, nous augmentons en réalité la richesse totale de l'humanité, bénéficiant à tous. Cette théorie de la propriété est fondamentale. C'est la base du capitalisme libéral. Mais elle a aussi fait l'objet d'intenses critiques. Les critiques marxistes diraient que son contrat social est en réalité un contrat entre propriétaires pour protéger leur propriété des non-propriétaires. Les idées de Locke ne se sont pas arrêtées à la connaissance et au gouvernement. Il a également écrit une œuvre fondamentale sur la tolérance religieuse. Dans sa « Lettre sur la tolérance », écrite en exil, il a plaidé pour un principe qui nous semble aujourd'hui évident, mais qui était alors radical. Locke a soutenu que l'État et l'Église doivent être séparés. Le magistrat civil, le gouvernement, ne doit se préoccuper que des intérêts civils, la vie, la liberté et la propriété. Il n'a pas le droit d'intervenir dans le salut des âmes. La foi, dit Locke, est une affaire interne à la conscience. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire, on peut le torturer, lui retirer ses biens ou l'emprisonner, mais cela ne créera que des hypocrites, pas de vrais croyants. La contrainte n'a pas sa place en religion. Par conséquent, le gouvernement doit tolérer toutes les formes de culte tant qu'elles ne violent pas la loi civile. Si une église veut sacrifier un veau, elle peut le faire. Mais si la loi interdit de tuer des veaux pour sauver le bétail, un intérêt civil, alors l'église ne peut pas le faire. Cette tolérance, cependant, avait des limites dans la vision de Locke. Fait notable, il en a exclu deux groupes. Premièrement, les catholiques, non pas pour leur théologie, mais parce que Locke croyait que leur allégeance ultime était envers un prince étranger, le pape, ce qui en faisait une menace pour la sécurité de l'État. Deuxièmement, il a exclu les athées. Locke soutenait que si quelqu'un ne croit pas en Dieu, il ne peut prêter serment ni faire des promesses dignes de confiance. Sans la crainte d'une punition divine, les athées ne pouvaient pas, selon lui, être des membres fiables du contrat social. Une vision qui nous semble aujourd'hui désuète, mais qui montre les limites de son époque. Enfin, Locke fut aussi un penseur influent en matière d'éducation. Dans Quelques pensées sur l'éducation, il s'éloigne de l'apprentissage par cœur et de la discipline brutale de son époque. Fidèle à son empirisme, il croyait que l'esprit d'un enfant est malléable. L'objectif n'était pas de remplir l'enfant de données, mais de former son caractère. L'objectif était de créer un gentleman. Et pour cela, l'ordre d'importance était, premièrement, la vertu,
Deuxièmement, la sagesse. Troisièmement, les bonnes manières. Et seulement en dernier lieu, le savoir académique. Il préconisait l'apprentissage par le jeu, la curiosité et la pratique, plutôt que le latin et la logique abstraite. Il voulait une éducation qui préparât les gens au monde réel. Encore une fois, nous voyons le médecin pratique, l'empiriste intéressé par ce qui fonctionne dans l'expérience. Maintenant, assemblons toutes les pièces du puzzle. Quel est l'héritage de John Locke? Il est presque impossible de l'exagérer. Il est, sans aucun doute, le philosophe le plus influent dans la fondation du monde moderne, particulièrement dans le monde anglophone. Son empirisme, transmis à travers Berkeley et Hume, est devenu la philosophie de la science. L'idée que les hypothèses doivent être testées par l'expérience est la base de la méthode scientifique. Sa théorie de l'esprit comme une tabula rasa a dominé la psychologie pendant des siècles. Sa théorie de l'identité personnelle basée sur la conscience reste le point de départ de tous les débats modernes sur le moi, l'intelligence artificielle et la nature de la conscience. La question « un robot conscient est-il une personne ?» est une question fondamentalement lockéenne, mais son impact le plus visible se trouve en politique. Le deuxième traité fut la Bible des Lumières modérées. Voltaire porta les idées de Locke en France, où elles inspirèrent Montesquieu avec la séparation des pouvoirs, et Rousseau, bien que ce dernier fût beaucoup plus radical. Comme nous l'avons vu, Thomas Jefferson a basé la Déclaration d'indépendance des États-Unis presque mot pour mot sur le deuxième traité. Vie, liberté et la recherche du bonheur. Le droit du peuple à changer ou abolir un gouvernement tyrannique. Tout cela est du pur Locke. La Constitution des États-Unis, avec sa séparation des pouvoirs, son gouvernement limité, son accent sur la protection de la propriété et le due process, procédure régulière, est l'incarnation de la philosophie politique de Locke. Il est l'architecte du constitutionnalisme libéral. Bien sûr, Locke n'est pas exempt de critiques, et elles sont importantes. Sa philosophie est celle de la bourgeoisie ascendante. C'est une philosophie qui donne la priorité à l'individu propriétaire. Les critiques marxistes diraient que son contrat social est en réalité un contrat entre propriétaires pour protéger leur propriété des non-propriétaires. Sa théorie de la tabula rasa a également été remise en question. La science cognitive moderne et la psychologie évolutive suggèrent qu'en fait, nous naissons effectivement avec un certain logiciel préinstallé. Non pas des idées complexes, mais des structures cérébrales qui nous prédisposent à apprendre le langage, à craindre les serpents ou à former des liens sociaux. L'ardoise n'est pas si blanche que ça. Et comme nous l'avons mentionné, sa théorie de la propriété, bien qu'élégante, a fourni une justification commode au colonialisme. En définissant les peuples indigènes comme des non-travailleurs de la terre, les colons européens ont pu la revendiquer comme une terre vacante, prête à être appropriée. Même son libéralisme présente des tensions. Locke fut un investisseur dans la Royal African Company, une compagnie de commerce d'esclaves. Comment le philosophe de la vie, liberté et propriété a-t-il pu bénéficier d'un système qui niait ces mêmes droits à des millions d'Africains? C'est une contradiction profonde que les universitaires débattent encore. Ces critiques n'effacent pas son héritage, mais le compliquent. Elles nous montrent que Locke était un homme de son temps, avec ses propres intérêts et ses angles morts. Mais la puissance de ses idées centrales, l'empirisme et le libéralisme, fut telle qu'elles transcendèrent ses propres limitations. En conclusion, John Locke nous a donné le langage de la modernité. Il nous a appris à nous méfier de l'autorité non acquise, que ce soit en philosophie ou en politique. Il nous a donné une vision de l'esprit humain comme un produit de l'expérience, ouvert au changement et à l'éducation. Et le plus important, il nous a donné une théorie du gouvernement non basée sur la peur ou l'héritage, mais sur la raison et le consentement. Un gouvernement qui est notre serviteur, pas notre maître. Un gouvernement avec un unique objectif, protéger les droits des individus à vivre leur propre vie. C'est cette idée qui a allumé les lumières et qui reste aujourd'hui l'idée la plus révolutionnaire de toutes. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette analyse approfondie de John Locke. C'est un penseur complexe et nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Mais j'espère que ce voyage vous aura donné une nouvelle appréciation des idées qui sous-tendent notre monde et les outils pour les remettre en question. Si vous appréciez ce type de déconstruction philosophique et que vous souhaitez soutenir cet espace de pensée critique, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à pouvoir continuer ces voyages intellectuels. Cliquez sur ce bouton et maintenant, c'est à votre tour. Quelle est l'idée de Locke qui résonne le plus en vous aujourd'hui? L'empirisme de la tabula rasa ou le libéralisme des droits naturels? Où sont ces contradictions qui vous semblent les plus fascinantes? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir réfléchi avec moi. À la prochaine